Merci beaucoup. Alors, bon, les aléas du congrès ont fait que c'était pas le bon titre, mais je vais vous représenter le titre de la présentation que je viens vous faire ici, et donc du projet de recherche sur lequel donc nous travaillons. Alors, il s'agit du titre qui est donc les apports du projet Resistech au développement d'une solution pédagogique et immersive pour les équipes techniques IT et les équipes stratégiques. L'idée étant de faire travailler donc les deux au même niveau dans le cadre des crises cyber. Alors, déjà dans le cadre de ce projet, avant que je vous le présente, avant même qu'on ait pu démarrer la rédaction du cahier des charges, on s'est posé la question de savoir de quoi est-ce qu'on parle. Parce qu'on parle de crise cyber ici depuis 3 jours, on parle de crise cyber assez régulièrement dès lors qu'il y a eu une attaque dans une structure importante. Mais réellement, de quoi on parle en fait? Donc ça, je pense que vous connaissez ça bien mieux que moi. Moi, je suis absolument pas du domaine. Je suis plutôt du domaine de la crise. Donc, je vous ai remis une définition de l'ANSSI sur ce qu'était une cyberattaque. Alors, une cyberattaque, s'il y aurait des gens qui sont néophytes, ça reste un ensemble coordonné d'actions menées dans le cyberespace qui vise des informations ou les systèmes qui les traitent en portant atteinte à leur disponibilité, à leur intégrité ou à leur confidentialité. Une cyberattaque peut être ponctuelle ou s'inscrire dans la durée. Je vous ai mis 3 types de cyberattaques assez répandus, assez connus: le ransomware, le phishing, le déni de service. Donc ça, jusque-là, je pense qu'on est plutôt d'accord, mais il est hyper important de savoir de quoi on parle et surtout de partager les mêmes définitions des termes, parce que vous allez voir que ça va pas être aussi simple sur la partie crise en réalité. Donc la cyberattaque, en réalité, dans les événements qui nous intéressent, en fait, c'est quoi? C'est l'événement perturbateur. C'est l'événement initiateur qui va venir perturber en fait notre système socio-technique, qui est une entreprise, qui est un projet quel qu'il soit. Et donc en fait, il y a des problématiques de compréhension, qu'est-ce qui est en train de nous arriver, de qualification, et derrière bien sûr de décisions, et ces décisions techniques que vous connaissez très bien, qui sont est-ce que je dois déconnecter, est-ce que je dois faire appel à la réunion d'une cellule de crise, et ainsi de suite. Donc derrière, il y a des enjeux qui sont quand même assez importants jusqu'au niveau stratégique. Et donc la crise, ici, dans le cadre d'une cyberattaque, ça va être quoi? On va avoir une dimension liée à la cyberattaque. Est-ce qu'il faut stopper la propagation? Est-ce qu'il faut contre-attaquer? Est-ce qu'il faut contrer l'attaque, pardon? Est-ce qu'il faut reconstruire? Ou est-ce qu'on va partir plutôt sur une dimension stratégique qui va se porter sur la sécurité des personnes ou des biens est-elle impactée? Est-ce que la continuité des activités essentielles est impactée? Est-ce que la conformité est impactée? Quel est l'état de mon image par rapport à la cyberattaque que je suis en train de subir? Et donc, on a ces questions qui sont très simples. C'est la crise, de quoi on parle, mais surtout, pour qui, en fait, c'est la crise? Pourquoi c'est la crise? Vous imaginez bien que nous avons de nombreux acteurs qui sont impactés par une situation critique, quelle qu'elle soit, que ce soit une cyberattaque ou des événements de toute autre nature, comme l'épidémie de Covid, comme un tremblement de terre ou autre. Et en fonction, en fait, de l'acteur et du système qu'on va étudier, on n'aura pas les mêmes conséquences, on n'aura pas les mêmes enjeux. Rappelez-vous cette période du Covid, bien sûr, on l'a catégorisé comme étant une crise sanitaire. Cependant, ce qui nous a marqué, nous, en tant que société, ça a été des problématiques liées à la réaction de ce système, liées à des prises de décision comme le confinement, comme l'obligation de porter des masques, comme la vaccination, etc., etc. Donc, il est important ici de bien avoir en tête que la crise cyber, elle a certes une dimension très technique, très IT, comme on le voit aujourd'hui et depuis 3 jours au FIC, mais elle a aussi une dimension stratégique très importante. Un hôpital qui se fait cyberattaquer, on en a connu en France, en sud francilien, à Versailles, à Rennes. Ce sont des mois, voire des années
de dégradation dans le service rendu aux usagers. Alors, cette situation de crise cyber, voilà. Alors, cette image, moi, j'ai demandé à un copilote de me la générer, d'accord? Donc, copilote m'a généré ça. Et en fait, je la trouve assez intéressante parce qu'on regarde tous dans la même direction. Et dans quelle direction? Celle de l'ordinateur. Celle de l'ordinateur qui est en train d'être cyberattaqué. Et en fait, ça, c'est typique de la situation de crise. En situation de crise, on doit agir. Vous savez, il y a l'urgence de faire quelque chose. Il faut que ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire ce qu'on est en capacité de faire. Et qu'est-ce qu'on est en capacité de faire? On est en capacité de faire ce qu'on pense comprendre. Et qu'est-ce qu'on pense comprendre? On pense comprendre ce qu'on voit. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un site qui est déphasé, on voit qu'on a des données qui ont été corrompues, qui ont été volées. Mais derrière, il y a aussi tout le reste. Il y a ce qu'on ne voit pas en lien avec la dégradation, les conséquences que va avoir cette cyberattaque. Et donc, la crise cyber et cette dimension stratégique, elle doit nous amener à faire travailler à la fois ces personnes techniques au niveau de l'IT qui vont faire tout ce qu'ils ont à faire sur les machines, mais également la dimension stratégique en s'éloignant un petit peu et en prenant de la hauteur. Et donc, qu'est-ce que nous dit la définition que je vous donne là, qui est issue d'une norme européenne, 17091. Il y a plein de définitions déjà sur la crise. Vous allez voir qu'il y a autant de définitions qu'il y aura d'auteurs dans la science. Moi, je vous ai donné celle-là parce qu'il me semble qu'elle est assez intéressante et assez parlante. Alors en fait, ici, on parle de quoi? On va voir plusieurs dimensions. On va voir la dimension de l'événement lui-même, ou la situation sans précédent ou extraordinaire, d'accord? Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire. Mais cette situation, cet événement, est en train de menacer, en fait, l'organisme et exige une réponse stratégique, adaptative et rapide afin de préserver sa viabilité et son intégrité. Alors, si vous enlevez la partie du milieu qui nécessite la réponse stratégique rapide et adaptative, vous avez en fait un événement qui menace la viabilité et l'intégrité de l'organisme qui est en train de subir l'événement ou la situation, l'attaque, ici la cyberattaque. Prenons des exemples qu'on connaît tous, liés à notre santé, liés à notre corps humain. Mais en fait, vous allez un jour être confronté à une attaque cardiaque, à une attaque vasculaire cérébrale, à une attaque au niveau des reins. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Cet événement perturbateur va menacer votre système corps humain dans son intégrité à ce moment-là. Et donc là, il va falloir se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais en effet pour préserver l'intégralité de mon système et également travailler sur ce qui a été attaqué directement. D'où l'importance en fait ici également pour la cyberattaque, pour la crise cyber en tout cas, de travailler avec ces deux dimensions, ces deux niveaux d'acteurs, l'acteur IT sur les machines et les acteurs stratégiques. Alors ici, le constat qu'on a fait dans le cadre de ce projet, c'est qu'en fait, on a des difficultés qui sont rencontrées entre les différentes équipes. En fait, la gestion de crise, elle repose beaucoup sur l'expérience. On a des domaines qui sont assez bien rodés, comme par exemple la sécurité civile, où en fait, on a réussi à mettre en évidence qu'il était important de faire travailler ce binôme opérationnel, d'accord, les mains, les bras, les yeux, pour comprendre ce qui se passe, pour réaliser les actions liées aux décisions, et puis le niveau stratégique qui va prendre de la hauteur, qui va donner des orientations avec des objectifs, notamment de sortie de crise. Dans le cadre des cyberattaques, en fait, il y a encore beaucoup de flou sur qui fait quoi. On trouve encore beaucoup de structures qui, lorsqu'il y a une problématique de type cyberattaque, on dit « ça, c'est le dossier des informaticiens, à vous de gérer ». D'accord ? Or, on le voit, les problématiques derrière, au niveau des dégradations, elles se font à l'échelle systémique de l'organisme. D'accord ? Et donc, il y a un réel enjeu, en fait, à travailler sur une perception, sur une compréhension qui sera commune de la situation pour mieux appréhender de manière collective cette situation de crise cyber et puis définir des objectifs et prendre des décisions qui seront là aussi communes, mais communes vraiment pour le système lui-même, l'organisme.
Donc on a ce projet Resistech, qui donc est financé par la Banque des Territoires. Ce projet Resistech, donc il est dirigé par l'Université de Poitiers. Donc il y a la société Chrysalide, dont je fais partie, et la société Diatim, que vous pourrez retrouver en F21 par là-bas. Et donc en fait, ce projet, il vise à créer une formation continue en gestion de crise cyber pour les entités socio-économiques afin de renforcer leur cyber-résilience, c'est-à-dire donc leur capacité à maintenir leur activité malgré une attaque. Et là, vous faites le lien avec ce que je disais tout à l'heure, les dimensions stratégiques, notamment de continuité des activités, parce que quand la cyberattaque arrivera, il y aura très certainement des décisions de déconnexion. Et comme nos activités aujourd'hui sont pour la plupart dépendantes des outils digitaux, on a des conséquences qui sont immédiates. D'accord ? Et donc les principaux objectifs du projet, c'est globalement l'amélioration de l'interaction entre ces deux types d'acteurs, techniques, IT et stratégiques, afin de créer une réaction, enfin en tout cas, afin qu'on ait des réactions rapides et efficaces. Et puis donc développer, ça c'est très pratique, c'est développer une plateforme immersive et interactive de formation pour tous ces acteurs-là. C'est un projet qui dure 3 ans, comme la plupart des projets de recherche. Et la fin est prévue en 2026. Donc, globalement, on est aux 2/3. Voilà. On a passé pas mal de temps à essayer de comprendre de quoi on parlait. Et maintenant, on est dans le vif de l'action. Alors, on a une revue de la littérature qui, globalement, a mis en évidence ce que je pense on entend tous parler. Mais voilà, l'idée, là, c'est de pouvoir le mettre sur le papier afin de pouvoir avancer avec des arguments. Donc, on a des vulnérabilités des entités dans le cyberespace qui sont très élevées. Ces vulnérabilités, elles sont très élevées pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Cherchez autour de vous les activités que vous faites sans outils digitaux. Il y en a vraiment plus beaucoup. Et donc, on a une vulnérabilité qui est accrue. Et dès lors qu'on aura un problème de nature cyber, alors que ce soit cyber-malveillance ou cyber-technique, disons, on aura des répercussions sur nos métiers. Et nos métiers, c'est notre capacité à fonctionner, à produire, à satisfaire nos clients, à faire vivre nos entreprises, nos organismes, quels qu'ils soient. Ok, on a une importance bien sûr de la cyber-résilience, ça c'est ce dont je parlais juste avant, et ce besoin de renforcer, de tester à tous les niveaux pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, à la fois le pilotage stratégique et la réponse informatique pure et dure. Et ça, derrière, on le remet en lien dans l'environnement qui est celui de l'information en continu, et donc la gestion médiatique, qui va être très très importante sur ce genre de sujet, et bien sûr la reprise d'activité. Alors, ce genre de travail, on ne peut pas le faire avec tout type d'organisme. Pourquoi ? Si je prends l'exemple des collectivités territoriales, en France on a 36 000 communes. Sur 36 000 communes, on en a peut-être 6 000 qui sont professionnels. Le reste des communes sont des communes rurales dont les équipes sont bénévoles, présentes assez peu de temps dans la semaine et n'ont certainement pas de service IT à disposition. Et même certainement pas de prestataires. Ils ont acheté une licence Microsoft et puis ils s'en sortent comme ça. Donc on peut pas travailler avec ces structures-là puisqu'elles ne répondent pas aux enjeux qu'on cherche à avoir. Donc on va aller plutôt sur des collectivités territoriales qui seront d'un plus haut niveau où on trouvera un service IT en interne ou externalisé avec un prestataire. C'est la même chose pour les PME ETI. C'est la même chose pour les établissements de santé et médico-sociaux, les EHPAD par exemple. Les centres hospitaliers, c'est quasiment automatique qu'elles ont ce type de service, tout comme les SDIS. Donc voilà les 5 types de structures avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on a commencé à faire des exercices et que nous avons sélectionné pour continuer à développer donc ce produit de formation. Alors, maintenant, dans le cadre du
produit de formation et la mise en situation elle-même, puisque se confronter à l'événement, s'exercer, c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir gagner en expérience, comprendre par soi-même. Et donc, il y a une part très importante donnée aux exercices. Les exercices, ils ont une nécessité d'être immersifs. Si on vous propose pas un environnement immersif qui correspond à ce que vous connaissez, à vos attentes, vous n'allez pas rentrer dans le jeu et vous n'aurez pas les bénéfices, je dirais, de l'exercice. Et donc là, vous avez retenu, on a deux types d'équipes qui sont très différentes. On ne parle pas pareil à un informaticien qu'on parle à un directeur général adjoint d'une boîte. On ne se dit pas les mêmes choses, on ne fait pas les mêmes choses. Les environnements ne sont pas les mêmes. L'informaticien, il est dans son bureau avec son environnement digital du soir au matin et du matin au soir. Les responsables au niveau stratégique, ils vont certes être sur leurs ordinateurs, mais plutôt en tant que consommateurs et moins en tant que utilisateurs et trafiquants, je dirais, de la machine. Et donc, en fait, on va avoir des publics différents en termes de maturité sur les outils informatiques et en termes de appréhension et d'objectifs sur ces thématiques-là. Donc là, on a la partie immersion IT. L'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut offrir aux informaticiens pour qu'ils soient dans un environnement qui leur convienne et pour qu'ils puissent apprendre. Et donc, la société Diateam, donc partenaire du projet, encore une fois, si ça vous intéresse, ils sont sur le salon, ils proposent une solution de cyber-range. Alors, c'est quoi le cyber-range ? Certains peut-être connaîtront ça mieux que moi, mais globalement, un cyber-range, c'est un émulateur d'un système informatique. On va venir émuler un ordinateur, on va venir créer un environnement qui est complètement fermé, qui est complètement sécurisé pour pouvoir en fait réaliser en réalité une vraie attaque en direct. Donc en fait, on démarre la simulation le matin avec la mise à disposition des ordinateurs avec les cyber-range pour l'équipe IT, et puis on leur offre un environnement, je dirais un peu classique, qu'on va retrouver, un environnement informatique classique qu'on va retrouver sur un ordinateur, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire des logiciels métiers, c'est-à-dire une boîte mail, des pare-feux, enfin bref, tout ce qu'on peut retrouver sur une architecture IT. Et puis, petit à petit, ces ordinateurs se font hacker. Et donc, l'idée, c'est que les équipes IT commencent à comprendre, commencent à observer qu'il se passe quelque chose. Nous avons en parallèle des appels qui peuvent se faire avec d'autres types d'animateurs vers des acteurs qui ne sont pas directement en lien sur les ordinateurs, mais qui vont dire « Écoute, je comprends pas, je suis sur mon planning et puis il y a des noms qui ont changé. » Autant de petits injects qui vont mettre la puce à l'oreille de cette équipe IT qui va ensuite pouvoir commencer à investiguer et observer ce qu'elle a à observer sur ces problématiques de hacking en direct. En parallèle, une fois que l'équipe IT a compris, a qualifié que ce qui était en train de se passer est une cyberattaque, il y a un appel qui est fait, comme on le ferait dans la vraie vie, entre les informaticiens et la DSI, ou le RSSI, en fonction de la structure. Et là, une décision assez rapide est prise de monter une cellule de crise, puisqu'il y a eu l'action de déconnecter le système de l'entreprise du réseau. Et donc là rentre en jeu l'immersion plutôt stratégique, celle qui consiste à réunir dans une cellule de crise physique les membres d'une cellule de crise qui vont être également stimulés, sollicités sur des problématiques plus stratégique. Donc en fait, il va y avoir là également toute une période d'évaluation de la situation, mais plus uniquement évaluation de la situation IT réellement, mais évaluation de la situation en termes de conséquences
sur l'organisme qui doit fonctionner. Et donc cette approche qu'on propose chez Chrysalide, c'est une immersion communicationnelle qui s'appuie sur des vecteurs réalistes. Donc ce sont des mails. Alors vous aurez compris que les mails, ils marchent tant qu'on n'a pas décidé de débrancher. Donc les mails sont intégrés dans la partie CyberRange. Les appels, les réseaux sociaux et un module de presse sous la forme, par exemple ici, d'un site web. Donc, cela nous permet d'avoir autant de sources de communication pour jouer à la fois des acteurs internes à la structure et pour jouer des acteurs externes qui vont venir perturber également la situation, afin de proposer à tous ces acteurs d'avoir toutes les dimensions liées à la crise cyber. Et donc, ici, schématiquement, comment ça marche? Donc, on a dit qu'on faisait un seul et même jeu, d'accord, mais avec deux types de joueurs et deux types d'immersion. Mais ils jouent tous ensemble. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment de repartir du postulat que dans la vraie vie, c'est exactement comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les informaticiens sont sur leurs ordinateurs, les stratèges sont sur leur téléphone, et à un moment donné, ils arrivent à travailler ensemble. Et donc, comment est-ce que nous, on peut réussir à reproduire ça? Et donc, on reproduit ça, vous le voyez à gauche, avec la partie CyberRange, une animation IT. Je m'en rapproche un peu. Une animation IT qui est en train de pirater le CyberRange, ce CyberRange qui émule les logiciels métiers et puis l'infrastructure informatique classique, comme je le disais tout à l'heure. Cette animation IT a également la possibilité, donc, bon, l'administration du CyberRange, c'est ce que je disais tout à l'heure, la construction de l'architecture et le suivi de l'architecture. Cette animation IT suit les actions des participants, puisqu'ils ont une expertise assez élevée sur le hacking et les bons réflexes à avoir. Le lien qu'il va y avoir avec le niveau stratégique va être ici, au niveau de cette petite machine à état, où en fait ces VM logiciels métiers, on est en capacité de de savoir si elles fonctionnent ou si elles ne fonctionnent plus, puisque les animateurs IT savent ce qu'ils sont en train de hacker ou pas hacker. Et donc, à partir de là, la machine à état est renseignée. Cette machine à état fait la bascule et le lien avec les services métiers. Et donc, on peut faire le suivi entre ce que les hackers sont en train de hacker et les services métiers qui ne fonctionnent plus. Et donc, à partir de là, les animateurs stratégiques sont en capacité de lancer le scénario comme ça se ferait en fait dans la vraie vie. C'est-à-dire que le logiciel de RH a été hacké, il ne fonctionne plus. Puisqu'il ne fonctionne plus, je n'ai plus, moi, en tant que RH, accès à mes données RH. Et donc, là, vous imaginez toutes les sollicitations qu'il va y avoir en termes de planning, en termes de salaire, etc. pour ce métier-là. Et donc, voilà comment on a construit en fait ce protocole de mise en situation complémentaire pour donc les deux types de structures. Cette machine à état, elle ressemble à ça. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Alors là, je vous ai mis la version schématique. Il y a une petite brique logicielle qui permet de faire tout ça. Mais en gros, à gauche, vous avez ici les briques IT. À droite, les métiers correspondants. Et puis, en fonction de l'état, donc vert, orange ou rouge, on voit quel métier sera impacté et à quel niveau. Alors, le scénario, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est au service de la simulation et de la pédagogie. En fait, on a un scénario qui est à la fois rigide et flexible. Pourquoi il est rigide? Parce que la formation, elle vise à faire acquérir des compétences. Ça, c'est la base de la formation. Ces compétences, elles peuvent être observées. Les réactions observables, elles sont stimulées par des stimuli. Et les stimuli, ils sont injectés sur la base du scénario. Donc ça, c'est pour tout ce qui est très rigide, qu'on doit absolument observer dans le cadre d'une formation. Sauf que là, on parle de situation de crise. Et la situation de crise, par définition, elle est unique et adaptative. Et donc, on a toute une partie
qui reste ouverte, en fait, pour que l'histoire évolue de manière crédible aux réactions des participants. Bon, voilà. Donc, pour l'instant, le projet a permis de développer cette approche de mise en situation qui, sur le papier, fonctionne bien. On est encore dans l'étape de validation de l'approche globale de simulation et de l'apport pédagogique. À la suite de ça, courant 2026, on pourra finaliser le produit de formation et la création d'un DU à l'Université de Poitiers. Et je vous remercie. Bravo Clément Judec. Vous pouvez l'applaudir parce que c'est lui qui donnera le mot de la fin, en tout cas, de cette intervention. Mille excuses, en tout cas, pour mon petit loupé de début. Est-ce que vous avez des questions à poser à Clément? Oui, monsieur. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question concernant le Cyber Range. Théoriquement, il devrait être vraiment une copie de la situation réelle, n'est-ce pas? Ouais. C'est un grand challenge quand même, non? En fait, nous, on a pris le parti de décontextualiser. C'est-à-dire qu'on a créé des structures types pour une collectivité territoriale, pour un centre hospitalier, qu'on va appeler l'OREM. D'accord ? On ne peut pas reconstruire à chaque fois pour un client sa structure informatique. Et donc, pour chacun de ces 5 types de structures, on a un scénario décontextualisé mais cohérent avec leur réalité, une architecture IT de la même manière, cohérente avec leur réalité. Vous avez modélisé en fait des typologies d'environnement dans lequel derrière vous utilisez les principes d'attaque. Et donc, effectivement, ça vous a permis d'avoir des... Du coup, ça fait des modélisations. Il y a combien de types de modélisation existantes? Ce que je disais, là, pour l'instant, on a 5 typologies différentes pour les 5 types d'acteurs qu'on a sélectionnés. Et puis après, il y a le scénario. Il y a plusieurs types de scénarios, comme je disais. Il y a un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Je suis béotien par rapport à vous tous. Vous disiez, quand on commence à voir qu'il y a des choses qui changent. Mais en général, les utilisateurs, quand ils voient des choses qui changent, ils n'appellent pas le service SI. Ils se disent, il y a eu un plantage, j'ai dû me tromper. Et comment on fait, j'allais dire, pour faire en sorte que les SI soient prévenus dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose? Parce que effectivement, ce sont des signes. Mais ce sont souvent les utilisateurs qui ne sont pas les SI qui le voient et qui ne l'interprètent pas en tant que tel. Ouais. Attendez, il y a madame qui veut... Ouais, c'est... Je pense que c'est les sensibilisations au sein de chaque entreprise où le RSSI ou le responsable de sécurité doit mener des... Oui, je comprends sur la sensibilisation, mais c'est pas évident parce que finalement, après, vous avez le service SI et puis il y a quand même de moins en moins de monde dans les staffs un peu partout qui dit, mais non, il m'a appelé parce qu'en fait, il a oublié de faire ceci, de faire cela. Par rapport à cette question elle-même, c'est évident que c'est la sensibilisation qui va permettre d'améliorer cette remontée d'informations. Nous, là, à ce niveau-là, on ne travaille pas sur cet objectif de sensibilisation, on travaille vraiment sur l'étape d'après. Donc, en fait, quand on vient, il va aussi y avoir, c'est un peu une grande fête, donc dans l'organisation, et donc ça va être l'occasion aussi derrière de resensibiliser le personnel qui est tout de suite en lien avec les outils. Okay. Ouais. Très bien, merci. De rien, avec plaisir. Autre question, monsieur? Vous avez une double question. Double question, ouais. C'est la suite, pardon. C'est la suite de ma première question. Donc, en prochaine étape, est-ce que vous allez donner, par exemple, la possibilité au service IT de configurer comme ils veulent les scénarios? Alors, pour l'instant, nous, on implique les équipes IT. Au début, comme on est dans un projet de recherche et qu'on cherche à créer les typologies les plus réalistes, tout en étant déconnectés, en fait, on travaille avec ces équipes IT en leur disant, voilà, est-ce que vos architectures IT correspondent à ça? Comment est-ce qu'on peut les faire évoluer pour pouvoir créer la typo la plus réaliste possible? Ouais. Ok.